La sexualité a fait son entrée dans les laboratoires de recherche fondamentale et notamment sous le prisme des neurosciences. Comment parvient-on à cartographier les chemins neuronaux du désir ? Finalement, notre organe sexuel le plus important, c'est peut-être lui, le cerveau. C'est là où naît l'attirance, l'excitation, jusqu'au feu d'artifice de l'orgasme. Nos organes génitaux semblent presque jouer un rôle secondaire. Depuis les années 2000, on sait qu'il n'existe pas une zone cérébrale unique dédiée au désir, mais plutôt tout un réseau de régions corticales et sous-corticales. Des études récentes menées sur des rats et des souris révèlent que si le cerveau orchestre cette chorégraphie sexuelle, il n'en est pas le seul acteur. Comment explorer ce qui se joue dans nos têtes à chaque étape de la sexualité, des premiers émois jusqu'à la satiété. Sexe, un cerveau nommé désir. Morgane Roupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à la faculté de santé Sorbonne Université en chirurgie urologique et praticien hospitalier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous sommes en ligne également avec Constance Lenchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine à Bordeaux. Et Mathilde Fontes, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon, notre magazine partenaire, qui consacre pour ce mois de décembre un dossier sur la neuroscience du désir. Et vous co-animerez à mes côtés cette émission. Merci à vous tous d'être là, à nos côtés, dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là, à nos côtés aussi, en écoute en direct ou en écoute en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @ScienceCQFD. Alors, quelles sont les régions cérébrales impliquées dans la sexualité et quel est le rôle des hormones et des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques du cerveau ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Mathilde Fontes, depuis quand la recherche scientifique s'intéresse-t-elle au désir ? Ce dossier, justement, nous a donné l'occasion, le plaisir de replonger dans l'histoire et on n'a pas été déçus. Elle nous a en particulier été racontée par un neurologue à l'université de Prague qui s'appelle Jem Foss et qui nous a parlé un peu de 2 phases dans cette histoire de l'étude de la recherche des régions cérébrales qui sont impliquées dans la sexualité, avec une première phase un peu foisonnante de recherche à partir des années 30 et jusqu'aux années 80 et après une forme de passage à vide par pudeur. Alors, pour illustrer, disons, le foisonnement de travaux qui a débuté ces recherches. On peut citer par exemple une étude qui a été débusquée par l'un des journalistes de CQFD en collaboration avec Epsilon. C'est cette étude américaine qui a consisté à l'ablation de 2 lobes temporaux chez des singes rhésus dans les années 30. Et on s'est aperçu alors que ça provoquait un comportement d'hypersexualité chez ces singes qui se mettaient frénétiquement à avoir envie de copuler en permanence de manière incontrôlable. Et ce qui est amusant, c'est que 20 ans après, dans les années 50, en Italie, une étude qui a été menée sur un homme à qui on a fait cette opération d'ablation des lobes temporaux parce qu'il souffrait d'épilepsie très sévère, et bien chez cet homme, on a observé cette même hypersexualité, donc avec des comportements d'exhibition incontrôlables et masturbatoires en public, enfin bref. Et donc ça a constitué l'une des études pionnières qui a pu raccrocher quelque part une zone du cerveau à un comportement sexuel. Et puis après, on a, dans les années 50, l'arrivée d'un grand monsieur de l'étude de la sexualité qui s'appelle Alfred Kinsey et qui sort un livre en 53. Et en gros, la réaction de la population à l'arrivée de ce livre, on nous a qualifié ça de horreur. C'était l'horreur dans l'Amérique puritaine, ces travaux qui décortiquaient la vie sexuelle de milliers d'hommes et de femmes sur la base d'entretiens. Donc on apprenait tout à coup au grand jour que les femmes se masturbaient, qu'elles pouvaient avoir des relations homosexuelles, tout un tas de choses choquantes. Et dans la foulée de ces travaux, en fait, il y a eu une forme quelque part de désinhibition et beaucoup de travaux qui ont été menés pour étudier les comportements sexuels et essayer comme ça de raccrocher à des zones du cerveau. Mais ça n'est évidemment qu'avec l'arrivée de l'imagerie et quand on a pu commencer à essayer de suivre par IRM d'abord, qu'on a commencé à essayer comme ça de raccrocher vraiment un comportement sexuel avec une zone du cerveau, avec une stimulation cérébrale. Alors en effet, un des pionniers de la recherche sur la sexualité, Alfred Kinsey, qui publie Sexual Behavior in Human Male en 1948 et Sexual Behavior in the Human Female en 1953, qui provoque en effet dans la société américaine plutôt puritaine, on peut le et dire. chaste, des réactions d'effroi. Eh bien, je pense en effet qu'il y a eu dans la tentative de Kinsey quelque chose que nous aurions tort de qualifier tout de suite trop sévèrement.
Kinsey semble avoir été mu par un souci d'arriver en matière des faits sexuels à plus d'objectivité que celle qui était communément à la disposition des gens à qui cette objectivité pourrait rendre service. La méthode qu'il a utilisée est une tentative, au point de vue scientifique, elle est terriblement insuffisante, mais tout de même une tentative qui a essayé de briser, avec certaines réserves, certaines pudibonderies, dont on peut se demander si elles étaient toujours favorables à la cause d'une morale sexuelle, ou au contraire si elles ne la gênaient pas et ne la déviaient pas terriblement. Ce qui me semble le plus grave dans la position de Kinsey, c'est d'avoir essayé de définir une sorte de commun dénominateur biologique de l'homme, et de ne s'être pas du tout interrogé avec assez de profondeur sur la possibilité de le faire, car le fait sexuel est un fait humain, donc à la fois un fait biologique, certes, à la base, mais aussi un fait psychique, finalement un fait spirituel et moral. Or, il est bien entendu que Kinsey a trouvé en face de lui des enquêtés qui n'étaient pas rien que des biologistes, qui n'étaient pas rien qu'à essayer d'exposer un comportement biologique, qui ont été des hommes en face de lui, ont apporté leurs interprétations selon leur code moral et spirituel, et il ne semble pas que dans le passage de cet acte, qui était une confidence, au résultat qu'était l'élément biologique qui pouvait être repéré, pas comme une unité, pas de base dans une statistique du comportement, qui ne se soit posé aucun problème humain. Voilà le rapport Kinsey en 1949 sur la RDF. Morgane Roupry, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a toujours une sorte de pudeur qui freine les études sur le désir? Alors les langues se sont déliées quand même puisque, évidemment il y avait, les chercheurs fondamentalistes, et puis ensuite il y a eu les cliniciens et maintenant il y a le grand public qui pousse, parce que, il y a eu l'avènement, sur le marché de molécules qu'on appelle les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, plus communément appelés le Viagra. Et quand on est arrivé dans les années 90-95, là, quand il y a une demande du grand public, de mieux comprendre la sexualité, de mieux comprendre les enjeux entre, l'organique et le fonctionnel, eh bien, les sociétés savantes, les pouvoirs publics s'emparent de ces sujets et on trouve désormais spontanément des bourses ou de l'argent qui est dédié à cette recherche. Alors cette recherche fondamentale, Constance Lenschow, que nous a-t-elle permis de comprendre justement des réponses physiologiques durant l'acte sexuel? Ah, Quels Constance, sont ah, vous pardon, êtes là, pardon. j'ai pas compris la question. Il faut savoir comment justement, qu'est-ce qu'on sait? On a exploré donc le cerveau désirant dans les années Oui, 80. oui. Que comprend-on justement des réactions physiologiques d'un acte sexuel? Oui. Bah, déjà, tout d'abord, il faut bien distinguer, si on recherche ça, sur la femme ou sur l'homme et c'est vrai que les études, qui datent déjà un moment, dans les années 30 et 50 et même toutes les études qui ont été faites, je dirais jusqu'à l'année 2000, ils étaient quasiment uniquement faits, chez les mâles et effectivement, chez les animaux mâles ou même les hommes, on dit souvent que c'est plus facile, à regarder le désir ou alors aussi, une certaine, excitation, sexuelle parce qu'on a, en read out visuel. Enfin, on peut, effectivement, voir l'érection qui fait, que ça a été plus simple, étudié chez le mâle versus la femelle. Et donc, effectivement, les mesures physiologiques qu'on mesure, c'est l'érection, et éjaculation chez le mâle et chez la femelle, c'est beaucoup plus, subtil. Enfin, chez les rongeurs, on a cette option de regarder le femelle si, en fait, si elle se rend dans la position qu'on appelle lordose qui permet après le mâle de copuler et d'insérer le pénis. Ça, c'est le premier signe que le femelle est réceptive, mais effectivement, ça ne nous dit rien sur le désir ou alors, heu, l'excitation de la femelle. Oui, Mathilde Fontaise, la sexualité, le désir féminin, c'est l'un des angles morts justement de cette recherche. Oui, oui, c'est l'un des angles morts et là, il y a eu des travaux, hein, quand même, notamment l'enregistrement, je crois qu'il y a un travail, une recherche qui a été marquante en 2006, l'enregistrement de l'activité cérébrale des femmes pendant l'orgasme et donc on a pu constater qu'il y avait une région en particulier, le cortex
orbitofrontal gauche qui était impliqué dans le contrôle cognitif qui s'éteignait. Alors voilà, mais aussitôt, on avait un commentaire du Dallas Morning News qu'on a cité dans le dossier d'Epsilon qui disait: «Mesdames, vous pouvez peut-être tromper votre amant, mais vous ne pouvez pas tromper la machine». Donc on était encore en 2006 à une autre époque. Et effectivement, tout ce que nous ont dit les chercheurs qu'on a interrogés pour le dossier, c'est que comme le disait Constance à l'instant, finalement, la mesure de l'érection qui a été faite de manière assez systématique dans les années 80 en particulier, etc., n'était pas possible chez la femelle, pour prendre les modèles animaux, et chez la femme. Et il y a aussi cette idée qu'il fallait absolument soigner les dysfonctionnements, soigner les pathologies masculines, tandis qu'on n'avait pas forcément identifié vraiment les pathologies féminines. Et on reviendra en effet sur comment la recherche fondamentale s'intéresse également à des applications pour d'éventuels troubles chez la sexualité féminine comme masculine. Mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, en effet, 2006, c'est un énorme buzz, ces travaux menés par Janico Georgiadis et Gert Holstage qui enregistrent en effet cette activité cérébrale de femme pendant l'orgasme. Morgane Roupré, qu'est-ce qu'on sait de l'orgasme? Puisque déjà dans les années 60, on voit la ressemblance de l'orgasme avec la prise d'héroïne ou de morphine. L'orgasme, c'est très compliqué parce que c'est une décharge d'endorphine et une inondation de plaisir dans le corps qui est perçue différemment, hein, puisque c'est très subjectif tout ça. C'est comme si vous touchiez quelque chose de très chaud. Il y a des gens qui marchent sur les braises et puis d'autres qui peuvent pas faire un pas. Donc notre perception dans l'échelle visuelle analogique est très très différente. Et je voudrais revenir sur un point qui est important, c'est que effectivement les stigmates de la recherche telle qu'elle a été entreprise précédemment concevait que l'érection soit la partie émergée de l'iceberg. Mais on sait très bien que pour les patients, par exemple, qui sont au fauteuil, qui ont une maladie neurologique ou qui ont eu un traumatisme de la route, il y a des arcs réflexes qui donnent l'érection. Et il y a donc des érections sans plaisir. Et il y a des orgasmes anéjaculatoires. Donc tout ça est beaucoup plus complexe que les images qu'on voudrait tout de suite associer à cela. Et l'autre point derrière, c'est qu'on entre dans une ère qui est tout à fait singulière, et ma collègue qui est en ligne nous le dit très bien, c'est qu'on a l'imagerie fonctionnelle. Avant, on soulevait le capot de la voiture, on regardait le moteur, on disait toutes les pièces ont l'air d'être là, ça va fonctionner. Et on ne savait pas si le moteur tournait. Aujourd'hui, on a l'imagerie fonctionnelle. Et donc, en urologie, on avait aussi fait une publication à l'époque dans le sud de la France sur deux individus qui se sont livrés à un rapport sexuel dans une IRM fonctionnelle, et on a vu les interactions entre le pénis et le vagin et l'éjaculation. Donc ça a été décrit sur un mode anatomique cinématique en fait. Et aujourd'hui, on entre dans dans une ère qu'on connaît très bien en cancérologie, qui est celle du TEP scan, de l'imagerie moléculaire dynamique. Et dynamique dit très bien ce que ça veut dire. Encore faut-il trouver les traceurs qui viennent se mettre sur les voies physiologiques de la sexualité, qui ne sont pas toutes très claires, puisqu'il y a une interaction entre le psychogène et l'organique qui est très intense et qui peut être plus importante chez un individu que chez l'autre. Donc ce curseur psychocorporel est très différent, et c'est ce qui fait notre, différence d'un individu à l'autre, qui fait que la sexualité humaine, en tout cas, est très complexe. Constance Lencho, en 2002, on a une étude qui est publiée dans la revue Science, selon laquelle voilà, un orgasme n'est qu'un simple réflexe déclenché sur ordre du cerveau. On verra que c'est plus compliqué que ça, mais quelles sont quand même les voies nerveuses impliquées dans l'orgasme? En fait, il faut bien, comme mon collègue a dit, il faut bien distinguer si c'est l'orgasme ou si c'est l'éjaculation lui-même. Et il y a aussi certaines hypothèses qui disent effectivement les femmes et les femelles, ils ont aussi une sorte d'éjaculation, même si ça n'a jamais été creusé plus que ça. Et donc, il faut effectivement distinguer entre un plaisir qui est très subjectif et alors en état qui est très physiologique. Ça voudrait dire qu'il y a le sperme qui sort ou alors la vagine qui se lubrifie en maximum. Et ce qui concerne l'éjaculation, effectivement, pour l'éjaculation, ça a été postulé que c'est un simple réflexe qui est situé dans la moelle épinière et qui se déclenche au bon moment. Et puis, c'est le cerveau qui a tout le temps l'inhibition sur ces circuits-là dans la moelle épinière. Et au bon moment, cette inhibition est enlevée, qui permettra cette réflexe qui peut se mettre en place. Ça a été montré chez les rats notamment. Et puis chez l'homme aussi, on a découvert
tout d'abord par les cadavres, que des cellules équivalentes existent chez l'homme, et aussi effectivement chez les patients paraplégiques, il y a des études qui montrent si on stimule une certaine zone dans la moelle, enfin, ou dehors de la moelle épinière, dans la zone lombaire, si on stimule électriquement, les patients, ils sont capables d'avoir une éjaculation, même si c'est, comme mon collègue a dit, c'est une éjaculation qui est pas forcément liée avec en plus haut plaisir comme l'orgasme. Mmh. Et en effet, comme vous dites, on découvre tout juste le rôle caché de la moelle épinière dans la sexualité. Chez la souris, l'éjaculation ne serait pas simplement qu'un réflexe exécuté après un feu vert du cerveau. C'est ce qu'on s'apprête à vous raconter. Restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture et en partenariat avec le magazine Epsilon, nous parlons de la nouvelle science du désir et de l'excitation sexuelle du point de vue des neurosciences avec Morgane Roupré et Constance Lenchaud. On a évoqué l'impressionnante bouffée d'opioïdes libérée dans le système nerveux lors de l'orgasme, endorphines, on peut parler d'autres peptides, mais on a une série d'études, 3 phénomènes neuronaux qui viennent d'être mis en lumière par 4 expériences différentes. Il y a notamment votre étude, Constance Lenchaud, chez le rat, le niveau de désir sexuel et d'excitation, tout ça était censé se passer dans le cerveau, mais dans votre dernière publication, dans Nature, vous vous concentrez sur le rôle de la moelle épinière dans l'activité sexuelle chez la souris, et vous intéressez plus particulièrement sur les neurones GAL. On peut peut-être revenir ensemble déjà sur le rôle de ces cellules dans les lombaires chez les rats, puis chez les souris, Constance Lenchaud. Oui, donc effectivement, comme je disais avant, chez les rats, ils étaient caractérisés comme, des générateurs de rythme. On appelle ça en anglais, Central Pattern Generator, et ça voudrait dire en fait, dès qu'on stimule ces cellules-là, il y a les réflexes qui se met en place, qui est dans nos cas, éjaculation, et ça a été montré, par des chercheurs qui ont, appliqué un courant électrique directement dans la moelle épinière chez les rats et qui ont vu après l'application du courant de sperme qui est sorti. Et vu que la souris offre plein des avantages par rapport au rat, notamment qu'on a l'accès à tout en une boîte des méthodes génétiques qui nous permet effectivement d'étudier des populations cellulaires très spécifiques. Nous, on voulait voir si effectivement chez la souris ça se passe de la même manière que chez les rats, sauf qu'on était assez surprise que ce n'est pas le cas. Et c'est qu'on a observé chez la souris qu'effectivement, cet réflexe-là, ou aussi on peut appeler ça en réflexe, n'était pas forcément en place. Ça voudrait dire que j'ai répété exactement les mêmes expériences. Donc, j'ai appliqué un courant électrique à l'endroit de ces cellules galanines, et puis j'ai mesuré l'activité dans le muscle, qui est le muscle le plus important pour l'expulsion de sperme. Et effectivement, quand j'ai appliqué les courants, j'ai pu mesurer une grosse activité dans le muscle, mais j'ai jamais vu de sperme qui est sorti. Et ce qu'il faut dire aussi, quand j'appliquais encore une fois, une troisième et quatrième fois du courant électrique, je voyais plus cette activité dans le muscle qui est important pour l'expulsion. Et donc, on s'est posé la question si effectivement chez la souris, il n'y a pas forcément un réflexe, ou alors si ces cellules-là dans la moelle, ils reflètent plutôt le comportement sexuel naturel qu'on puisse observer chez la souris versus les rats, et qui sont en fait très différents. Ça, Mathilde Fontes, qu'est-ce que ces résultats viennent remettre en question? Bah, ces résultats, ce qui nous a en tout cas fascinés, c'est cette idée selon laquelle les cellules de la moelle épinière, loin d'être une sorte d'interrupteur on-off ou un déclencheur, inhibé parfois, déclencheur de l'autre fois. En fait, vous allez me dire si je me trompe dans mon interprétation, Constance, mais il me semble qu'elles intègrent une forme de mémoire de l'état d'excitation des souris, et qu'elles permettent de... Donc, il y a cette période, en fait, durant laquelle, après avoir eu un rapport sexuel, la souris ne peut plus la souris mâle ne peut plus avoir d'autres rapports sexuels. Et
donc la période réfractaire. Et ces cellules de la moelle épinière vont garder comme ça en mémoire finalement ce qui s'est passé précédemment. Et donc, nous, ça nous a fait l'effet d'une forme quand même de, disons pas de petit cerveau déporté, mais presque en tout cas, ce sont des neurones et il s'agit d'un contrôle du comportement sexuel qui, pour celui-là, n'a pas lieu dans le cerveau. Constance Lencho. Oui, effectivement, nous, on était très surpris au début. J'avais pensé que c'est des erreurs avec la manip, mais effectivement, après, on a fait plusieurs expériences et manipulations. Et en fait, si je laissais le mâle éjaculer avant que je faisais cette expérience d'appliquer le courant dans la zone des cellules galanines, j'observais plus cette activité dans le muscle. Donc, effectivement, on a postulé que les cellules galanines dans la moelle épinière, ils sont capables d'intégrer et de mémoriser ce qui s'est passé avant, en fait, dans l'acte sexuel. Et ça, en soi, c'est très, très surprenant et c'est très nouveau parce qu'on a pensé qu'effectivement, la moelle, c'est juste enfin, ça fait juste ce que le cerveau dicte et ces cellules-là, ils peuvent être déclenchées à tout moment, peu importe ce qui s'est passé avant ou après. Et chez la souris, ça, c'est effectivement pas le cas et on pense que c'est très, très intéressant parce que le comportement sexuel chez la souris, ça ressemble plus à l'humain que le comportement sexuel du rat. Et on reviendra en effet sur pourquoi la souris est-elle un bon modèle justement pour étudier la sexualité humaine. Mais vous souhaitiez réagir, Morgane Roupré. Oui, parce qu'on parle de sexualité, mais finalement, si vous analysez notre discussion, elle tourne autour de la neurologie. Et nos auditrices et nos auditeurs doivent comprendre qu'il y a différents systèmes nerveux qui interagissent. Le système nerveux volontaire, je prends le verre d'eau que je vais boire, et le système nerveux autonome, mon cœur bat, mon intestin progresse, j'ai de la transpiration parce que je suis anxieux et ça, le contrôle pas. Et au niveau de la sexualité, il y a une interaction profonde entre le système nerveux autonome, qu'on ne maîtrise pas, et le système nerveux volontaire. Et d'aucuns décrivent volontiers avoir des zones érogènes. Vous dites, si on vous touche cette zone-là, bah moi, ça déclenche chez moi quelque chose que votre voisin n'a pas. Et donc, certains vont avoir le stimuli sexuel par l'aspect visuel, d'autres par l'aspect olfactif, un parfum, d'autres par l'aspect auditif, des mots susurrés à l'oreille. Et vous vous rendez compte des interactions profondes entre le système nerveux central, décrit par ma collègue, le système nerveux périphérique, qu'on évoquait chez les patients neurologiques, et le système nerveux autonome, et on se doute que cette affaire de sexualité, finalement, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le clitoris ou la verge, ne sont que des parties émergées d'un iceberg extrêmement puissant qui est résumé par la neurologie et la neurobiologie. En tout cas, pour rester sur ce système nerveux central, on a d'autres études qui ont été menées récemment. Autre étude aussi mise en lumière dans ce dossier Epsilon, Université de Stanford aux États-Unis. C'est cette équipe, Mathilde Fontès, qui travaille justement sur les mécanismes du désir, toujours chez la souris, mais avec des outils de neurosciences et qui ciblent un circuit particulier, l'hypothalamus. Oui, c'est une équipe de l'université de Stanford, Daniel Bayless et Nira Ocha, qui ont étudié l'activation dans le cerveau du mâle, donc chez la souris à nouveau, de certains neurones de ce circuit, et montré que quand ils activent ces neurones, donc dans l'hypothalamus et plus précisément dans la zone préoptique de l'hypothalamus, eh bien ça peut conduire ces souris à reprendre l'accouplement, même si elles viennent juste d'éjaculer, et donc même si elles sont normalement dans cette période réfractaire qui est de 5 jours pour la souris. Donc ils ont même fait le calcul de l'augmentation énorme, de la réduction énorme que ça constituait de cette période réfractaire. Mais tout ça pour dire que c'est finalement le résultat de cette étude, c'est de montrer quelque part que le cerveau, l'hypothalamus, donc cette structure du système nerveux central, déclenche l'envie et que c'est en lien, ça c'est une première étape, avec une forme de contact physique. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on disait à l'instant. Finalement, comment est-ce qu'on rejoint ces études qui sont faites sur le système nerveux central et qui est sur le cerveau avec, on va dire, des comportements et des stimuli sensoriels. Et c'est là qu'une deuxième étude menée à Caltech prend la suite, quelque part, de cette première étude et qui montre une autre étape du processus, donc toujours dans le cerveau, dans le thalamus, entre le cortex et le tronc cérébral. Et on voit que les chercheurs montrent que la stimulation de ces neurones ne suffit pas, en fait, dans leur expérience, et qu'il y a besoin d'un contact physique
pour déclencher l'acte sexuel. Ils sont même allés jusqu'à qualifier les zones qui pouvaient déclencher l'acte sexuel chez ces souris. Donc, il y a la face et les régions anogénitales, comme on pouvait s'y attendre, mais il y a aussi les pattes et la poitrine qui constituent des stimuli, on va dire, obligatoires. C'est pas la vue qui compte dans ce cas des souris. Et il ne suffit pas d'allumer ou d'éteindre ces zones du cerveau pour déclencher l'acte sexuel, mais il y a bien besoin d'un contact en plus. Et pour aller encore plus loin dans toute cette série d'études, cette autre et dernière expérience où là, on voit que toute la synchronisation se joue dans le cerveau. C'est une équipe qui a été, une équipe chinoise à Pékin qui montre ça par une technique assez particulière, la photométrie par fibre optique, et qui montre comment justement on a un festival d'hormones qui se synchronise dans le cerveau, Mathilde Fontaine. Oui, alors ça c'est une étude qui est amusante parce qu'elle nous montre vraiment tout le déroulé on va dire, des bouffées d'hormones qui vont inonder le cerveau au moment de l'acte sexuel. On est encore chez la souris et donc on se situe plus précisément, là les chercheurs étudient le noyau accumbens, je ne suis pas sûre que la prononciation soit bonne, mais c'est une zone du cerveau qui est connue pour jouer un rôle central dans le circuit de la récompense, donc notamment en lien avec la dopamine, ce neurotransmetteur ou cette hormone qu'on connaît bien. Et les chercheurs ont pu suivre donc à partir de la parade nuptiale jusqu'à donc tout l'acte sexuel, comment ça se passe au niveau hormonal, au niveau neurotransmetteur. Et donc, ils observent que d'abord, on a une hormone qui se déclenche, c'est l'acétylcholine. Et donc, c'est une hormone dont on savait qu'elle était impliquée dans la coordination des mouvements. Et effectivement, ça fait bouger le corps de l'animal. Quelques secondes plus tard, on a la dopamine qui arrive. Alors, cette molécule, la dopamine, on sait qu'elle joue un rôle depuis longtemps dans la motivation sexuelle. Mais là, en plus, c'est elle qui permet le maintien de la pénétration. Et donc, l'acte sexuel est en cours entre les deux souris. Et puis ensuite, ces deux hormones se synchronisent. Et alors, les chercheurs ont même mesuré la fréquence précise de cette synchronisation hormonale. Et donc, on a une flambée d'acétylcholine toutes les 7 dixièmes de seconde pour une salve de dopamine tous les 4 dixièmes. Donc, ça fait comme une forme de métronome. Et en fait, c'est ce métronome-là, hormonal, qui va coordonner les poussées du mâle. Donc, on est vraiment sur une forme de musique hormonale. Et puis ensuite, la dopamine ralentit avant un dernier pic au moment de l'éjaculation. Les chercheurs concluent de ça que l'acétylcholine est cruciale pour ce processus de copulation chez la souris. Mais surtout, c'est vraiment cette description fine qui commence à pouvoir nous éclairer, à rentrer finalement dans la mécanique neurologique, hormonale, etc. de l'acte sexuel. En tout cas, on ne va pas perdre le rythme, on va s'intéresser à l'humain. Comment étudie-t-on ces questions-là chez notre espèce? Restez à l'écoute, on y arrive. Je suis cool quand t'es cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand sexy, 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 cool. Je me sens sexy, sexy, cool. Quand t'es sexy, sexy, cool. Je chante toujours la même chanson. Je chante toujours cette chanson. Je suis cool quand t'es cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy, sexy, sexy.
Sexy Cool de Philippe Catherine en direct sur France Culture, car nous parlons de la neuroscience du désir. C'est une émission en partenariat avec le magazine Epsilon, co-animée avec Mathilde Fontaise, sa rédactrice en chef. Nous sommes en compagnie de nos deux invités du jour, Constance Lenchaud, chercheuse à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine à Bordeaux, et Morgane Roupré, professeure des universités à la faculté de santé Sorbonne Université en chirurgie urologique et praticien hospitalier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On vient de parler des différentes études menées justement sur la neuroscience du désir chez les souris, la moelle épinière qui module l'excitation, elle capte les informations sensorielles, le cerveau qui déclenche l'envie lorsqu'il y a un contact physique, et puis ce festival d'hormones qui se synchronise dans le cerveau, qui contracte les muscles et libère le plaisir. Constance Lenchaud, tout ça, on n'a pas parlé plus en détail d'une des techniques les plus sophistiquées pour étudier tout ça, c'est l'optogénétique. On parle vraiment d'une technique révolutionnaire. On peut peut-être dire en quoi elle consiste. Oui, effectivement, c'est très révolutionnaire parce que cette technique, ça nous permet, de mettre en petit canal, dans des cellules, qui réagissent sur la lumière bleue, et par ce canal, après, il y a des iones qui peuvent, entrer dans les cellules et qui peuvent déclencher une charge de cette cellule artificielle, dès qu'on met la lumière bleue, en fait. Et qui fait qu'on puisse effectivement voir si une certaine activité, neuronale qu'on déclenche nous-mêmes avec cette lumière amène à un certain comportement, et si après on peut conclure effectivement, des causalités, entre certains groupes de cellules et un comportement. Et c'est ça, ça permet d'allumer, d'éteindre des populations de neurones, d'observer les effets sur les comportements. Mathilde Fontaine, c'est une des techniques de plus en plus utilisées pour explorer les questions liées à la sexualité. Les chercheurs que nous avons interrogés pour le dossier ont parlé de techniques splendides. Donc on peut voir qu'il y a un certain enthousiasme, mais c'est vrai que ça permet de relier comme ça des effets neuraux à un comportement de manière directe. Alors après, on peut imaginer que peut-être qu'à côté de là où on a posé la sonde, il puisse y avoir d'autres choses et qu'on n'ait pas fait le tour de l'histoire avec une seule étude en optogénétique, mais ça permet quand même de faire pour la première fois ce lien de manière de manière très précise entre des neurones spécifiques et le comportement. Et là, on le voit pour le comportement sexuel, c'est particulièrement utile. Constance Lenchaud, on parlait de la recherche fondamentale sur les souris. Ce sont elles qui sont... c'est le modèle idéal pour étudier justement la sexualité humaine, plus que celle des rats. Oui, moi je pense que si, parce qu'effectivement, le comportement sexuel, chez la souris, ça mime plus l'humain. Ça voudrait dire qu'effectivement le mâle, ça monte la femelle, ça fait plusieurs entremissions, après ça pose, après ça résume avec une autre copulation et plusieurs entremissions qui après éventuellement amènent à une seule éjaculation, et puis on rentre dans cette phase, réfractaire qu'on avait déjà parlé avant, qui mime une satiation. Enfin, ils ont plus envie après de copuler, d'avoir des interactions sexuelles. Le rat, en fait, ça a besoin de très peu de stimulation, sensorielle sur le pénis. Ça voudrait dire que le rat, ça monte une seule fois, ça fait 1 ou 2 entremissions avec le pénis et déjà ça éjacule. Et puis le rat peut avoir 7 à 10 éjaculations, en très peu de temps, avant de rentrer dans cette phase, de satiation. Et ça, effectivement, c'est pas le cas, chez la souris, et aussi chez les hommes, c'est plutôt connu que les hommes aussi rentrent dans cette phase, satiation après une grosse éjaculation, et puis effectivement, c'est très, très individuel, entre les hommes quand est-ce que ça peut être regagné, cette fonctionnalité, sexuelle. Mais en tout cas, un homme n'est pas capable d'éjaculer, 10 fois, en 10 minutes. En tout cas, les rapports là-dessus sont plutôt anecdotales et pas forcément scientifiquement prouvés. Morgane Roupré, vous souhaitiez Oui, réagir. ça, on va tous être d'accord sans être médecin pour dire que ça va être difficile. Néanmoins, ça rejoint les notions qu'on a en pratique clinique d'éjaculation précoce, qui sont des causes de souffrance en termes de sexualité. Alors, la notion d'éjaculation précoce peut être définie biologiquement ou par les sociétés savantes, mais en général, on va la définir par une définition de bon sens qui consiste à dire que le partenaire n'a pas réussi à satisfaire son ou sa partenaire, puisqu'il a eu une éjaculation avant que le ou la partenaire puisse lui-même avoir un orgasme. Donc il y a cette notion de réciprocité dans la notion d'éjaculation précoce, et il y a de plus en plus de recherches cliniques à ce niveau-là, et des médicaments qui sont déjà sur le marché. Et puis la notion de phase réfractaire, effectivement, qui peut être très différente d'un individu à l'autre, très influencée
par la génétique, les ethnies, les caucasiens, les afro-caribéens, les asiatiques sont très différents là-dedans. Donc là aussi, on a du mal à résumer au niveau humain un comportement unique et singulier. Et il faut vraiment être attentif aux variations qu'il peut y avoir et à ces souffrances qui peuvent être exprimées parce que l'éjaculation précoce, on va se dire, tiens, c'est quelque chose, quelqu'un qui n'a pas une sexualité mature et qui va venir consulter. Eh bien, parfois, il y a des hommes qui sont rentrés dans la sexualité de plein pied, qui ont 55 ans et qui viennent consulter pour l'apparition d'une éjaculation précoce qu'on qualifie de secondaire. Donc, c'est très complexe. Toujours côté recherche fondamentale, Mathilde Fontes, à quel point ces résultats chez les souris qu'on vient de décrire sont-ils extrapolables à l'humain? Alors, dans une certaine mesure, pas du tout, parce que évidemment, on peut observer que chez la souris, dès qu'un mâle détecte un stimulus sexuel, ça active aussitôt des comportements d'approche, une relation sexuelle, tandis qu'un humain, il suffit pas qu'il y ait un stimulus sexuel devant nos yeux pour que tout à coup, ça déclenche tout un comportement sexuel. Donc, il y a bien une décision consciente qui est prise chez l'humain et qui n'est pas prise chez la souris ni chez le rat, et qui nous empêche de faire un parallèle direct. Après, quand on a posé la question aux chercheurs durant le dossier, nombre d'entre eux étaient quand même très très intéressés, y compris des praticiens, y compris des chercheurs dans des aspects, on va dire, plus de l'ordre clinique, qui travaillent plus sur la clinique, étaient très intéressés par ces travaux fondamentaux, parce que ça leur donne des guides, parce que ça leur donne... on peut commencer un travail sur l'humain à partir de ces... En fait, ça donne une idée de savoir où chercher chez l'humain, puisqu'on ne peut pas procéder à ces études neurologiques fines comme on le fait chez la souris. Constance Lenchaud? Oui, donc de base, j'aimerais juste faire un point là-dessus. C'est effectivement vrai qu'effectivement, la souris et le rat aussi, dès qu'ils ont un stimulus sexuel, la première réaction, on pourrait dire que c'est qu'ils veulent copuler. Mais attention, c'est pas le cas pour tous les animaux. On peut quand même observer, par exemple, notamment les souris, qui ils font pas du sexe, quand on veut en fait. Enfin, on fait on essaye en fait de contrôler en certaines structures dans le laboratoire qui permet d'avoir des résultats. Sauf que on dépend vachement des animaux. Il y a clairement des jours où ils veulent pas copuler, même si, il y a un stimulus sexuel devant leurs yeux. Donc ça, j'aurais bien voulu préciser là-dessus parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça, même chez les animaux. Et concernant la question, si on peut extrapoler pour les humains, je suis d'accord que les recherches de base, ça nous permet effectivement de chercher, d'où chercher chez l'humain et aussi d'effectivement trouver des modèles pour étudier certains cas de dysfonction. Comme mon collègue a déjà dit, l'éjaculation précoce. Et moi, par exemple, je suis persuadée que le rat, ça peut être un bon modèle pour étudier cette éjaculation précoce parce que je suis presque persuadée que les cellules galanines que moi j'ai étudiées chez la souris, qu'ils ont une autre nature d'excitabilité, enfin d'excitation en fait, en comparaison avec la souris. Mmh. Et donc, je pense qu'effectivement, chez les rongeurs, il y a une variété qui permet aussi d'étudier certaines dysfonctions qu'on trouve chez l'humain. Bon là, on laisse un peu les rongeurs de côté et on s'intéresse aux humains plus précisément. Comment fait-on pour étudier la sexualité humaine du point de vue des neurosciences? Restez à l'écoute, c'est notre reportage du jour. Le désir et l'excitation sexuelle sont associés à des processus cérébraux qu'il est possible d'analyser en temps réel par des techniques d'imagerie innovantes. On continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allée au sein de la plateforme d'imagerie CENIR de l'Institut du cerveau de la Pitié-Salpêtrière pour découvrir comment on scanne un cerveau qui désire. Oui, grâce à la magnétoencéphalographie qui mesure les champs magnétiques générés par l'activité cérébrale. Il s'agit d'une énorme machine qui ressemble à un sèche-cheveux géant comme chez le coiffeur et qui est installée dans une pièce isolée comme un coffre-fort. Assis sur son fauteuil, le sujet met sa tête dans l'entrée de la machine et on peut alors l'exposer à une pluralité de stimuli sensoriels, des voix, des visages attirants ou bien des images érotiques. C'est le type d'expérience que met en place Nathalie Georges, directrice de recherche, qui ainsi peut dresser des cartographies du cerveau de très haute précision. Alors là, ce que vous entendez, c'est pas un mode de fonctionnement de la machine. On a récupéré l'hélium qui s'évaporait pendant la journée et on le re-injecte dans la machine en le reliquéfiant.
Et comme ça, on travaille en circuit fermé, on n'a plus besoin du tout de remplissage d'hélium, on en consomme beaucoup moins qu'auparavant, ce qui est important d'un point de vue environnemental. Alors vous êtes une spécialiste de l'analyse des émotions et des circuits cérébraux associés. Comment on peut mettre en évidence ces zones cérébrales avec ce genre de machine? En fait, à l'intérieur, je vais rouvrir la porte. Eh bien, en fait, dans la machine, vous voyez là, on a tout un ensemble. Le sujet peut s'installer dans la machine. Et nous, on a tout un ensemble. C'est comme un fauteuil, en fait. Ça a l'air confortable. C'est un fauteuil. Alors, vous allez passer ici sur une petite bande autocollante qui permet d'enlever les particules ferromagnétiques sous vos pieds pour ne pas introduire de corps magnétique. Et en fait, vous voyez, quand le sujet il est installé, là, on peut placer devant lui un écran. Donc là, on monte et on installe le sujet au plus confortable pour que sa tête soit dans le casque, vous voyez, qui est à température ambiante, littéralement, et qu'il soit donc le plus proche possible des capteurs. Parce que là, derrière la surface de plastique, il y a du vide et ensuite les capteurs dans l'hélium liquide. Et le sujet est installé. Et nous, ensuite, on peut mettre un écran devant lui. On a tout un système de miroirs. Donc, on a un vidéoprojecteur à l'intérieur de la salle. Et on va pouvoir, comme ça, projeter, par exemple, des images qui peuvent être des images émotionnelles. Ça peut être des stimulus émotionnels. Enfin, ça veut dire des stimulus, je veux dire par là... Sensorielles, voilà, il y a des images de... Alors voilà, ça pourrait être des choses générales, des images de serpents, que sais-je, ou dernier, mais ça peut aussi être des visages. Ça peut être des visages émotionnels par leur expression, joyeux, effrayés, etc. Mais on peut aussi, par exemple, projeter des visages familiers, non familiers, des personnes aimées, de personnes inconnues. Et comme ça, on sait à quel moment sont projetées les images et on va pouvoir étudier les réponses du cerveau, enregistrer en direct, milliseconde après milliseconde, comment le cerveau traite cette information. Et on peut, par exemple, demander au sujet, au participant, d'appuyer sur un bouton quand il reconnaît une personne qu'il connaît ou qu'elle connaît. Et donc, voilà, ça permet d'étudier comme ça les réponses du cerveau. Et si on voulait étudier la réponse à un stimulus visant à susciter du désir ou de l'excitation, quel genre d'image on pourrait proposer et quelle serait la réponse? Enfin, elle serait variable en fonction du sujet, évidemment. Eh bien, il y a des études dans lesquelles parfois on s'intéresse à certains types d'émotions. Et dans les images qui peuvent être proposées, ça peut être parfois des images érotiques, des images de nature à stimuler le désir. Mais ça peut être aussi, par exemple, sur les images de personnes aimées ou de personnes inconnues. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va voir vraiment littéralement le traitement de l'information milliseconde après milliseconde par les régions visuelles, puis plus par des régions émotionnelles. Donc, par exemple, vers le centre du cerveau, il y a ce qu'on appelle les régions temporales médianes. Il y a l'amygdale, qui est une structure assez connue en général, au cœur du cerveau. Reliée à l'émotion? Oui, voilà, associée au traitement des émotions. Ensuite, ces régions, si vous voulez, l'amygdale, c'est un peu une structure entre des régions plus sensorielles qui analysent le signal et puis ce qu'on appelle des régions de sortie, donc vers l'hypothalamus, des choses comme ça, qui vont entraîner les réactions dans le corps, qui sont aussi ce qu'on connaît souvent des émotions, qui ont une composante un peu plus cérébrale ou psychologique ou cognitive et une composante plus somatique. Et... alors, on peut aussi avoir des capteurs posés sur le corps, parce que votre corps génère dans l'ensemble pas mal d'activités électriques, les muscles, le cœur. On peut corréler justement cette activité cérébrale au niveau physiologique. Également. Et parce que chaque fois qu'il y a une activité électrique, il y a un signal aussi magnétique, dans le cadre qui nous intéresse de la magnétoencéphalographie. Et donc, on peut aller voir aussi la réponse du cerveau à ces signaux, puisque le cerveau envoie des signaux vers le corps, mais le corps envoie en permanence des signaux vers le cerveau. Plus le stimulus est complexe, plus c'est un réseau de régions qui est activé, et de façon dynamique au cours du temps. Et justement, ce que vous dites au cours du temps, c'est qu'en sortie, on a des imageries quasiment temporelles. Alors oui, totalement. Alors les images, on ne les voit pas directement dans la machine, c'est pour ça qu'il faut qu'on ressorte si on veut les voir. Donc voilà, là par exemple, c'est un signal qu'on obtient suite à la présentation d'un stimulus visuel. Et on va voir
comment l'activité se déploie. Il y a environ 300 capteurs sur le cerveau, donc on peut enregistrer l'activité sur ces 300 capteurs et on voit comment le signal se déploie milliseconde après milliseconde sur plutôt certains capteurs, puis certains autres, etc. Donc on voit littéralement comme une espèce de carte à la surface de la tête en mouvement de l'évolution des champs magnétiques générés par le cerveau. Mais des fois, on peut voir la direction des champs magnétiques, soit qui sont des champs qui sortent de la tête ou qui entrent dans la tête. On va cartographier en fait l'évolution des champs magnétiques générés par le cerveau au cours du temps sur toute la surface de la tête. Et après, souvent en IRM, on peut faire une image structurale du cerveau et on va utiliser des algorithmes dérivés de la physique, de ce qu'on connaît de la propagation des champs magnétiques depuis le cerveau jusqu'au capteur, pour reconstruire en fait l'activité au sein du cerveau et à partir de là finalement avoir un film littéralement des régions comme si on voyait les régions s'allumer au cours du temps milliseconde après milliseconde dans le cerveau et on peut comme ça reconstruire l'activité au cours du temps. Merci Céline Lausanne. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo. Et cette semaine, votre nouvelle série documentaire Céline est disponible. Ça s'appelle Science en son, ou comment le son nous permet d'explorer le réel des glaciers au cosmos. Et c'est à retrouver sur l'application Radio France. Constance Lenchou, une réaction à l'écoute de ce reportage ? Oui, moi je trouve... Dans des neurosciences, en fait, on dépend toujours du développement des nouveaux techniques et des nouveaux machines. Et il y a en avance splendide et vraiment exceptionnelle sur tout ce qu'il est IRM et aussi la machine qu'on vient d'écouter la description. Et effectivement, ça nous permet avec une résolution assez haute de regarder quelles zones dans des cerveaux sont actives avec quel stimulus. Par contre, c'est très très dur où on peut dire quasiment rien sur le information flow, sur comment l'information en fait voyage dans le cerveau. Et même si on peut postuler là-dessus, on ne peut pas être vraiment sûr que ça soit vraiment ça. Et au-delà, on ne peut pas mesurer non plus l'inhibition, qui est très important en fait aussi quand étudie en comportement comme le sexe, parce qu'effectivement l'inhibition de certaines zones est très très cruciale pour quand certains comportements peuvent se mettre en place pendant le sexe. Morgane Roupré. Oui, il y a des notions assez fascinantes qui interviennent ici, celle de la chronobiologie, c'est-à-dire de la variation au cours du temps, au cours du nictémère, c'est-à-dire pendant la durée. Il y a aussi des facteurs environnementaux qui nous influencent. Si on regarde la démographie et les naissances dans les maternités, on voit qu'il y a des périodes de l'année où les bébés naissent beaucoup plus qu'à d'autres périodes. Donc on a tendance à avoir une sexualité tout au moins fécondante pendant une période plus importante de l'année que dans d'autres. Donc il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs inter- et intra-individuels. Et puis ici, avec ces notions de champ magnétique, on vous donne quasiment une météo des zones gâchettes du système nerveux central. C'est-à-dire qu'on vous dit, tiens, il y a un orage orgasmique qui approche ou il y a peut-être une petite stimulation, etc. Mais on est encore qu'aux prémices, puisqu'on en est dans des phases complètement descriptives, c'est-à-dire on décrit des phénomènes qu'on ne visualisait pas auparavant, un peu comme si on explorait très loin dans la Voie lactée, sans savoir si ce que l'on décrit a une incidence, comme le disait ma collègue, sur le développement stricto sensu de la sexualité. Donc pour le moment, on emmagasine des informations, on découvre comme des enfants émerveillés la complexité de la neurobiologie, mais on n'est pas encore dans les mécanismes, j'allais dire, qui articulent entre le système nerveux central et les organes génitaux externes. Mathilde Fontaine. On voit bien qu'on est à l'orée, au début d'une démarche qui est celle d'essayer de vraiment faire le lien entre un système nerveux, des neurones et des comportements sexuels. Je voulais ajouter une étude qu'on a repérée et qui montre aussi l'arrivée de ces recherches sur les femelles,
puisqu'on a beaucoup parlé des mâles, même en parlant des souris. Et donc, il s'agit là d'une recherche sur les souris qui a été menée en Californie et qui a permis de montrer que la femelle, lors de l'acte sexuel, elle n'a pas un niveau d'excitation on-off, comme on pouvait s'en douter, mais ça n'avait jamais été enregistré. Et là, ça l'a été. Les chercheurs ont pu comme ça avoir un résumé de son activité neuronale et voir toute une dynamique d'excitation qui se mettait en place, qu'ils ont tracé sur un graphe qu'ils ont appelé de ce joli nom d'attracteur. Donc on a le début de ces recherches aussi en neuro qui concernent les souris femelles et qui peuvent donner après des pistes pour comprendre la sexualité féminine. Et j'ajoute un dernier point, c'est que ces travaux-là restent tout de même aujourd'hui un peu subversifs, un peu compliqués parfois, et beaucoup de chercheurs que nous avons interrogés nous ont parlé de réticence de certains financeurs de vouloir poursuivre le financement de ces recherches. On a noté qu'en 2010, le directeur de l'Institut national de la santé mentale américain avait décidé d'arrêter de financer des recherches sur les fonctions cérébrales, ouvrez les guillemets, relevant du système limbique. On a vu des torsions de mots pour essayer de faire des recherches sur le sexe sans le dire. On a vu des chercheurs aussi qui peuvent se sentir obligés d'en faire une question médicale pour justifier leur recherche fondamentale sur le comportement sexuel. Et on se doute bien que dans le cadre de politique actuelle américain, vu l'importance de la recherche américaine dans ce domaine-là aussi, ça rend le contexte un peu plus tendu. Donc on est à la fois à l'orée d'un monde, à l'orée d'un nouveau monde de neurosciences et de connaissances, mais un monde fragile, un territoire fragile. Et en effet, comme vous dites, avec l'administration Trump et ces mots interdits comme le mot sexe dans la recherche fondamentale, on peut imaginer que ça rend les choses un peu compliquées. On arrive vers la fin de cette discussion, mais quand même, Morgane Roupré, là, on vient de parler quand même de ce champ, on vient essentiellement de parler de recherche fondamentale, mais dans quelle mesure, justement, cette recherche fondamentale est en mesure d'intéresser la recherche appliquée, la recherche clinique, par exemple. On parlait des troubles, des dysfonctions sexuelles, chez l'homme en tout cas. Oui, moi je suis un peu à l'homme ce que le gynécologue est à la femme, et donc je vois de plus en plus de demandes. On estime qu'en urologie, on a 1200 urologues qui pratiquent en France pour une population de 68 millions d'habitants. Donc des hommes qui vieillissent, et finalement sur 68 millions, on n'a pas que des hommes, mais sur les consultations d'urologie où les gens viennent pour des troubles mictionnels, ils se lèvent la nuit pour uriner, on estime que quand on les interroge réellement, 30 à 40% d'entre eux ont des troubles sexuels associés. C'est-à-dire, j'ai des troubles urinaires, mais parfois j'ai justement cette éjaculation précoce ou cette difficulté d'érection. Et donc l'avènement des molécules que j'évoquais tout à l'heure, notamment le Viagra dans les années 98, a complètement changé la donne puisque les langues se sont déliées. Et parfois, il y a une certaine pudeur aussi du corps médical ou de certains patients à évoquer ces sujets-là. Et quand on va chercher l'information, eh bien on la trouve. Et donc nous, ce qu'on incite à faire en termes d'éducation dans les facultés de médecine, c'est d'aller, à défaut de s'intéresser à ces sujets dans la pratique quotidienne, chercher ces informations pour adresser à des collègues, parce qu'on considère aujourd'hui que la sexualité fait partie de la qualité de vie et qu'on est trop des spécialistes d'organes, trop focalisés sur le cœur, le côlon, la thyroïde, et que dans cet ensemble qualitatif, par exemple, les diabétiques sont ceux qui en France souffrent le plus de dysfonction érectile liées à des problèmes vasculaires. On se concentre sur leurs yeux, leurs reins, leurs pieds, mais assez peu sur leur sexualité. Et donc l'idée est de passer le message vers la communauté médicale de s'intéresser au bien-être, et dans le bien-être, la sexualité fait partie de l'équation. Eh bien, merci pour ce mot de la fin. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et Mathilde Fontaine, je rappelle que le dernier numéro du magazine Epsilon est disponible en kiosque. On peut saluer le travail très chic de votre graphiste. Un couple de piment. Trop beau. Merci beaucoup. Tout de suite, on reste dans les neurosciences et on s'intéresse à l'âge du cerveau. C'est la chronique avec Science.